Ok. Je vais peut-être Ah, aussi. même streamer, ouais, ce serait pas mal. Euh, Ouais. Ah bah, streamer pro. Comment je la chanceux? Tu penses quoi des modèles de ZFC? alors, c'est partage ton écran, ça doit être ça. Tac. C'est un avis de tous les temps. Oh wow! C'est La bon, vous crowd voyez? est en folie. C'est vraiment des slides de tous les temps. Attends. Oui. Oui, c'est bon. Oui. Ok, bon bah on commence alors. Donc, déjà, petit rappel des trucs vraiment les plus basiques. Donc, vu que le but, ça va être quand même de faire de la logique, il faut qu'on puisse parler des formules logiques. Pour ça, la première étape, c'est de se fixer bon, un ensemble dénombrable de variables, c'est pas très important, mais il faut bien qu'il soit là. Un langage. Donc un langage, ça va être spécifier un ensemble de symboles de fonctions, un ensemble de symboles de relations. Et à chaque symbole, on leur associe un entier qui est leur arité. Donc les deux, on va les noter avec une fonction alpha. Donc l'arité de f, ça veut dire que, par exemple, on va avoir, si c'est une arité de 1, c'est une fonction qui prend un argument, et f de t avec t interne, c'est un nouveau terme, quoi. Donc c'est ce qui est là. Soit on a, enfin, quand on définit les termes, c'est soit une variable, soit du coup une fonction qu'on applique à des termes. Évidemment, le principe c'est que la fonction, ici, elle va être d'arité n pour que ça soit bien formé, quoi. Il y a autant de termes en argument que d'arités. Donc les termes, ça va être ce qui va représenter syntaxiquement les objets qu'on va manipuler. Et les formules, ça va être ce qui représentera des, des, des éléments logiques, des énoncés. Euh, Quand ça va être des formules où des variables seront libres, ça va être juste d'une certaine façon une fonction qui, disons, s'il y a une variable libre, à un paramètre va associer une valeur de vérité. Si jamais il n'y a pas de variable libre, on va appeler ça une proposition, donc ce sera l'ensemble propre, et ça va juste être une valeur de vérité tout court. Donc ça c'est la définition inductive. Donc une formule c'est soit une relation donc qui est dans les symboles de relation qu'on a, appliquée à un certain nombre de termes. Évidemment on a l'arité qui joue, soit vrai, soit faux, soit la négation d'une formule, soit l'implication de deux formules, la conjonction de deux formules, la disjonction de deux formules, soit l'un des deux quantificateurs universels existentiels. Et une théorie, ça va être du coup un ensemble de propositions. Donc c'est important là que ce soit clos parce que l'idée c'est que la théorie, elle va vraiment essayer d'énoncer des choses dont on pourra dire à chaque fois que c'est soit vrai, soit faux, pour pouvoir dire par exemple, c'est pas moi, si on prend une théorie qui parle de l'arithmétique, de dire que l'ensemble des entiers naturels va vérifier les énoncés de la théorie. Donc bah, on en vient au modèle justement. Donc le truc important pour pouvoir définir les modèles, c'est d'abord euh, de parler de L structure. Donc si on a fixé un langage L, ça veut dire qu'on connaît déjà les symboles de fonction et de relation. Et une structure pour ce langage, ça va être donc un ensemble. Et pour chaque fonction et pour chaque symbole de fonction et chaque symbole de relation, donner une vraie fonction et une vraie relation, évidemment en gardant l'arité. Ça fait que naturellement, par exemple, une fois qu'on a défini les fonctions, si on prend un terme, les variables, on va considérer que ça va être des arguments, et n'importe quel terme va pouvoir s'interpréter naturellement comme une fonction des arguments. De même, les formules, ça va s'interpréter, une fois qu'on est dans une L structure, comme une fonction propositionnelle qui prend en argument les variables libres qui manquent, et surtout, c'est ça qui est important, une proposition dans une L structure, ça va être une valeur de vérité. Donc c'est ce qu'il y a là.
Je ne rentre pas dans la définition rigoureuse de la relation de satisfaction, mais c'est vraiment ce à quoi on s'attend, quoi. C'est M satisfait A implique B si jamais quand M satisfait A, M satisfait B, des choses du genre. Donc grâce à ça, on peut définir ce que c'est qu'un modèle pour une théorie. Donc c'est une structure qui va vérifier tous les énoncés de la théorie. Donc encore une fois, l'exemple classique, c'est on prend une théorie qui exprime l'arithmétique et l'ensemble des entiers naturels avec les opérations qu'on connaît d'habitude, ça sera un modèle de cette théorie. À partir de ça, on peut commencer à parler d'implication sémantique entre une théorie et une formule, en disant que T va impliquer phi quand n'importe quel modèle de T va satisfaire phi aussi. Donc par exemple, si on prend le cas de l'arithmétique, avec juste les axiomes de Peano, je sais que n'importe quel modèle de l'arithmétique de Peano, ça va aussi vérifier le fait que l'addition est commutative, par exemple. Donc ici, théorie de l'arithmétique va impliquer commutativité de l'addition. Donc il faut que je parle un peu des extensions quand même. L'idée c'est que, comme j'ai dit, on se fixe un langage, mais on pourrait décider d'avoir plusieurs langages, et en particulier de partir d'un langage et de rajouter par exemple des constantes. Donc c'est des symboles de fonction avec une arité de 0, donc ça revient à juste donner des éléments de la structure. Donc une extension, ça va être un langage L' qui va contenir le langage L dans lequel on est à la base. Et une L' structure, du coup, naturellement, ça va devenir une L structure en oubliant juste les symboles qu'on a en plus dans L'. Et ça fait que si jamais on a une théorie T qui est incluse dans une théorie T', on sait que les modèles de T, ça va contenir en particulier les modèles de T'. Et donc si je dis que T implique phi, alors T' impliquera phi aussi. Et le truc important, c'est qu'une extension conservative, ça va être la même chose, mais dans l'autre sens, quand on a une théorie T' qui enrichit une théorie T. Et ce qu'il faut comprendre par cette propriété de conservativité, c'est qu'en fait, quand on rajoute des symboles et des propriétés qui mènent à T', en fait, on ne rajoute pas de force logique, on ne trouve pas de nouveaux résultats qui ne sont pas des résultats propres à l'extension L'. Puisque si par exemple on rajoute un élément C et qu'on dit que C égale 0 dans la théorie de l'arithmétique, bah, c'est bien beau, mais au final, on ne va rien pouvoir prouver d'intéressant de plus. Une fois qu'on a C égale 0, bon, bah, C, on pourrait l'ignorer. Là, c'est un peu la même chose, mais ajouter des symboles, ça sera quand même très très pratique si on veut pouvoir réellement manipuler des choses, en particulier par l'extension par définition. Donc il y a deux cas, le cas des formules et le cas des fonctions. Le cas des formules, c'est assez simple, c'est si jamais on a une formule phi, on peut rajouter un symbole de fonction R à notre langage et ajouter à la théorie l'équivalence entre phi et R, quoi. Donc là, c'est simplement le fait que maintenant, au lieu d'écrire une très longue phrase, on a juste un symbole pour décrire la longue phrase. C'est déjà assez pratique, mais surtout le truc important, c'est les fonctions. L'idée, c'est qu'on a besoin d'abord de prouver, donc si on a une formule phi qui a n plus 1 paramètres, prouver que avec ces n premiers paramètres fixés, il existe un unique y qui vérifie ça. Donc, ça exprime le fait que phi est le graphe d'une relation fonctionnelle en ses n premiers arguments. Et donc, l'extension par définition dit qu'on peut rajouter un symbole de fonction qui va représenter phi. Et la théorie, on va l'enrichir avec le fait que phi f va effectivement avoir la même propriété que le y ici. Donc,
que f va vraiment être représenté par va vraiment représenter la fonction dont phi est la relation fonctionnelle. Donc là, je passe juste en revue rapidement les axiomes de ZFC pour qu'on soit tous d'accord. Je pense que la plupart, ça devrait aller. Donc déjà, le langage de ZF et ZFC, enfin toutes les théories des ensembles, c'est un unique symbole de relation qui est binaire. Donc c'est pour ça que je parlais d'extension par définition, parce que dans la réalité, on ne va pas juste utiliser un appartient, ce serait absolument infect. Donc à la place, on va rajouter à chaque fois des notations pour différentes opérations. Donc d'abord, l'extensionnalité, c'est ce qui fait qu'on manipule des ensembles, en fait. C'est le fait que l'égalité se caractérise par l'identité de la collection des éléments qui appartiennent à des éléments donnés. Donc ça s'exprime par le fait que x égale y si et seulement si appartenir à x est équivalent à appartenir à y. Après, ces axiomes-là s'expriment juste qu'on peut construire certains trucs, donc ici qu'on peut construire la paire. Donc x, y, c'est exactement l'ensemble tel que y appartenir, c'est équivalent à être égal à x ou être égal à y. L'union, c'est l'ensemble où y appartenir, ça veut dire qu'on appartient à un élément qui appartient à x. L'ensemble des parties, c'est y appartenir, c'est équivalent à être inclus dans x. L'infini, donc c'est un axiome qui dit qu'il existe un certain ensemble qui contient l'ensemble vide et qui est stable par successeur. Donc là j'ai mis quand même la définition du successeur. Là encore, heureusement qu'on peut faire des extensions. La compréhension, donc ça il faut quand même faire un peu attention pour celui-là. C'est un schéma d'axiome, donc ça veut dire que pour chaque phi que j'ai marqué là, il va y avoir un certain axiome correspondant, l'axiome signifiant que si on a un ensemble X, on peut définir l'ensemble la partie de X des éléments qui vérifient phi. Alors j'ai pas précisé, mais phi en vrai peut avoir des paramètres, auquel cas on peut les fixer. Du coup ça rend le truc un peu plus long à écrire, mais c'est plus chiant à lire, donc j'ai enlevé. Le remplacement, là je l'ai mis dans une version un peu plus faible, mais avec la compréhension, ça devient équivalent. L'idée c'est si jamais on a si on peut définir une fonction, donc avec ce que j'ai dit plus haut ici, donc, globalement si on peut prouver ça, alors l'image par la fonction de n'importe quel ensemble va aussi être un ensemble. Et la fondation, ça dit que l'appartenance, c'est une relation bien fondée, donc je reviendrai un peu plus tard sur les bons ordres. Bien fondé, c'est un truc un peu plus faible, mais qui permet quand même d'avoir cette structure d'induction qui dit donc que si jamais on a un certain x et qu'on a le fait que pour tous ces éléments, phi est vérifié, implique que phi est aussi vérifié pour x, alors c'est vérifié pour n'importe quel x. Donc c'est un peu comme une récurrence forte sur n, sauf qu'ici, à la place de la relation d'ordre strictement inférieure, c'est l'appartenance. Donc, petit passage rapide sur les ordinaux. Donc d'abord, on va voir les bons ordres. En fait, les ordinaux, on peut voir ça comme une représentation canonique en théorie des ensembles des bons ordres. Donc ce qui nous intéresse, ça va d'abord être ça, le fait que si on a un bon ordre strict, on pourra l'associer à un unique certain ordinal. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est un bon ordre? C'est un ensemble ordonné où n'importe quelle partie non vide va contenir un minimum. Donc ça c'est connu comme axiome pour n. C'est ce qui permet de justifier la récurrence. On peut aussi faire dans l'autre sens. Mais en tout cas, les exemples classiques de bons ordres, c'est les entiers avec aussi l'ensemble n entier lui-même. Et vu qu'on est dans ZF, on a déjà une relation binaire qui est imposée par le langage dans lequel on est.
Donc au lieu de prendre une relation ici quelconque, on peut se dire bah, autant prendre l'appartenance. Et du coup, par exemple, 2, on peut le représenter comme cet ensemble, avec l'ensemble vide et le singleton ensemble vide. Et du coup, l'appartenance, ça fait un ordre entre les deux. Mais on peut aussi représenter 2 avec cet ensemble-là, où il y a aussi un élément qui appartient à l'autre, et du coup, ça nous donne ici 2 ordres isomorphes. La différence, c'est que dans celui-là, on voit que on a ensemble vide, singleton, ensemble vide dans cet ensemble. Mais singleton, ensemble vide, il appartient pas au plus gros ensemble. Donc on pourrait l'ignorer, ça ne changerait pas la relation d'ordre. Et ça donnerait celui-là qui, du coup, d'une certaine façon, est plus canonique. Et c'est ce qu'on va utiliser justement pour avoir réellement une notion de représentant canonique des bons ordres. Donc ce que je viens de dire, de ne pas avoir d'une certaine façon de trou dans notre énumération, c'est le fait d'être transitif. Donc ça s'exprime comme le fait que si on a un élément dans alpha, alors tous les éléments de bêta sont aussi des éléments de alpha, ce qui n'est pas vérifié ici avec singleton ensemble vide. Donc un ordinal, c'est juste ça, c'est un ensemble bien ordonné strictement par l'appartenance et qui est transitif. Donc ça tombe bien, ça nous donne notre théorème que pour tout bon ordre strict, on peut trouver un unique ordinal isomorphe. J'ai pas précisé, mais c'est un unique ordinal unique, isomorphe d'une unique manière. Donc c'est encore plus fort, c'est vraiment très très canonique, quoi. Et ça nous donne donc la classe des ordinaux. Donc c'est pas forcément un ensemble, mais on peut exprimer la propriété d'être un ordinal assez facilement, bah, juste avec ça, si on déplie tous les symboles. Donc ça nous donne une certaine classe qui a l'avantage de pouvoir se décrire un peu et qui est intéressante. Donc déjà, on voit que l'ensemble vide, c'est un ordinal, oméga aussi. Donc là, j'ai parlé de n. Oméga, c'est la représentation ensembliste de n en soi. Donc quand on prend les ordinaux finis, en fait, ça revient à définir les entiers. En considérant, donc, je vais donner la fonction successeur ici. On peut à chaque fois considérer qu'on prend 0 comme l'ensemble vide, puis S0, puis SS0, et ça va nous donner exactement ce qu'on veut pour les entiers. Quand on prend l'ensemble de tous ceux qu'on a avec les entiers, ça nous donne du coup n, mais qu'on définit aussi comme oméga quand on est dans les ordinaux. Donc prendre un successeur, c'est stable pour les ordinaux. La classe des ordinaux est transitive aussi. Donc si bêta appartient à ordre, alors tous les éléments de bêta appartiennent aussi à ordre. L'union et l'intersection, ça va aussi être stable, et même avec une taille arbitraire. Petite remarque, ici, il faut quand même que ça soit un ensemble, X, mais ici, X pourrait être une classe, tant qu'elle est non vide. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû le préciser, mais bon, c'est pas très grave. Tant que la classe est non vide, on peut trouver un plus petit élément dans les ordinaux. Donc ça fait que la classe des ordinaux est elle-même un bon ordre. C'est du coup le paradoxe de Burali-Forti qui dit que à cause de ça, puisque les ordinaux sont eux-mêmes d'une certaine façon un ordinal, ça peut pas être un ensemble, sinon on aurait un ordinal qui s'appartient à lui-même, ce qui est par définition impossible. Donc un truc important aussi, c'est la classification des ordinaux. Donc on a vu qu'on avait 0, on a vu qu'on avait les successeurs, donc forcément si on prend 3, c'est un certain successeur. Si on prend le successeur de oméga, ce sera aussi un successeur. Mais oméga, par exemple, c'est le successeur de personne. Ça, c'est ce qu'on appelle un ordinal limite. Et ça a aussi cette propriété d'être sa propre borne sup. Pour oméga, la borne sup de tous les entiers, c'est bien lui. Mais par exemple, 3, sa borne sup, c'est 0, 1, 2. Donc la borne sup, je veux dire l'union au niveau ensembliste, on verra que c'est aussi la borne sup de la famille d'ordinaux.
Euh, Ah oui, aussi, on considère que zéro, lui, n'est pas un ordinal limite. Donc, les cas qu'on traite, c'est en général zéro, successeur et limite. Donc, ça nous donne une belle droite très très infinie. Donc, on a des entiers, ensuite oméga et des entiers plus oméga jusqu'à oméga plus oméga, puis oméga plus oméga plus oméga, etc. Et après, quand on a fait tous les oméga fois quelque chose, on arrive à oméga carré, et évidemment ça continue. Donc maintenant, on va parler de l'outil important qui fait qu'on aime bien les ordinaux, c'est la récursion transfinie. Donc quand on est dans n et qu'on veut définir l'addition, tout ce qu'il nous faut, c'est dire que n plus 0, c'est n, et n plus le successeur de m, c'est le successeur de n plus m. Mais si jamais on veut l'étendre aux ordinaux infinis, il nous faut un cas en plus à traiter au moins. C'est qu'est-ce qui se passe quand on fait n plus un certain ordinal limite. Et on peut décider de prendre du coup le sup de toutes les additions par bêta avec bêta inférieur à lambda. C'est la définition qu'on prend d'habitude. Donc par exemple, oméga plus oméga, ça va être oméga, oméga plus 1, oméga plus 2, tout ça, et on en prend la borne sup. Et donc là, ça correspond vraiment à cette idée-là de on part en oméga, on garde plus 1, plus 2, plus 3, blablabla, et on arrive à oméga plus oméga. On peut définir de la même façon alpha croix bêta et alpha puissance bêta. À la place de ces cas-là, on prend les cas de l'arithmétique et on prend le même sup avec l'opération évidemment qu'on veut définir, et en fait ça va bien marcher. Juste pour alpha puissance bêta, il y a des histoires de prendre quand on n'est pas puissance 0 pour éviter d'avoir certains cas, je crois un seul cas qui est dégénéré, mais bref, c'est pas très grave. Et on a un théorème qui nous permet de faire ça quand même. C'est le théorème de récursion transfinie qui dit que quand on donne f0, f de alpha plus 1 en fonction de f de alpha, et pour tout limite f de lambda en fonction de tous les f de bêta avant, alors ça nous définit une unique fonction f qui va vérifier ce à quoi on s'attend, hein, que f de alpha plus 1, ça vérifie bien la relation par rapport à f de alpha, tous ces trucs-là. Et on peut faire la même chose pour la récurrence. Si on veut prouver un certain prédicat phi sur les ordinaux, on le prouve en 0, on prouve qu'il est stable par successeur, et on prouve que pour un ordinal limite, être vrai pour tous ceux avant, ça implique l'ordinal limite. Et avec ça, on prouve le prédicat sur tous les ordinaux. Donc, juste, petite précision, le truc qui est vraiment intéressant avec les ordinaux, c'est que d'une certaine façon, ça s'étend infiniment haut dans la hiérarchie des ensembles. C'est-à-dire que si, par exemple, quand on veut faire des cardinaux, on peut se ramener à des ordinaux. Comme c'est une classe, ça a vraiment autant d'ensembles qu'on veut. Et du coup, ça pourra se voir comme une sorte de colonne vertébrale des modèles de ZFC. Donc c'est vraiment important de voir ce que c'est. Donc là, on va voir un peu les classes modèles. Donc c'est le point important de la présentation. Donc si on prend l'univers des ensembles, déjà il y a un truc qu'il faut distinguer, c'est les propositions et les propositions. Donc forcément, c'est pas très clair. Donc j'ai décidé de mettre prop U pour l'un et prop pour l'autre. L'idée, c'est que si on considère que l'univers ensembliste, c'est une sorte de grosse boîte, dedans on a tous nos ensembles, et nous on est à l'extérieur, et on peut parler de ce qu'il y a dans cette boîte. Quand on veut parler de ce qu'il y a dans cette boîte, on utilise des formules mathématiques, on utilise le langage courant la plupart du temps, mais on peut imaginer que ça se traduira toujours par des formules mathématiques. Ces formules-là, elles ne sont pas des éléments de notre boîte. Même si on peut formaliser l'ensemble des propositions, on ne peut pas décider à la fois que les propositions parlent de l'univers des ensembles et que les propositions sont dans l'univers des ensembles.
Donc ça fait que ce truc-là, prop, c'est pas un ensemble à proprement parler, et lui, il va parler de U lui-même. Alors que l'objet prop, lui, déjà, on peut remarquer que l'objet prop à l'intérieur de U, c'est un objet mathématique. Donc en tant que tel, si on veut l'écrire dans une phrase, ce sera un terme et pas une proposition en soi. Et que par contre, on peut utiliser cette relation de satisfaction pour transformer, étant donné un ensemble, l'objet mathématique dans prop U en une proposition de l'ensemble satisfait la proposition. Ce qui est vraiment très différent quand même de prop qui lui est par essence une proposition. Mais par contre, il y a une relation qui est assez directe, qui est que si jamais j'ai une proposition ici, je peux l'encoder comme un objet dans U. Par exemple, donc quand j'ai défini au tout début ça, tous ces trucs-là, on peut réellement les définir dans set. Et du coup, si je veux dire pour tout x, il existe y, r de xy, bah, je peux réellement prendre un objet dans mon univers qui va correspondre à appliquer les règles pour tout x, il existe y, r de xy. Donc, on a eu une injection, d'une certaine façon, puisque c'est pas formel évidemment, de prop dans prop U, et ça fait qu'on peut traduire en particulier notre théorie ZFC, qui est un ensemble de propositions qu'on considère comme étant nos axiomes. On peut le traduire en un ensemble qui est dans prop U, donc que je note avec ces petits angles, comme le codage de Gödel. Et justement, le problème, c'est qu'on a les théorèmes d'incomplétude qui disent que, en fait, on ne peut pas prouver la cohérence de ZFC dans ZFC, et ça revient à dire, grâce à d'autres théorèmes, qu'en fait, on ne peut pas trouver un modèle de ZFC dans ZFC, donc ça veut dire on ne peut pas trouver dans U un ensemble X qui va vérifier non pas ZFC celui de l'extérieur, mais bien celui de l'intérieur. Il faut vraiment faire la différence entre les deux parce que en réalité on peut trouver, en tout cas on peut décider de, sans ajouter d'incohérence, de prendre une théorie où on a un X qui va vérifier ZFC dans ce sens-là. Et du coup ce ne sera pas satisfait ZFC, ce sera vraiment pour chaque axiome de ZFC, on aura phi dans le monde de X, quoi, qui sera vérifié. Ça, c'est possible, mais ça ne correspond pas au deuxième théorème d'incomplétude. Et un autre truc qui est limitant, c'est l'indéfinissabilité de la vérité. Et j'ai réussi à le dire du premier coup, qui dit que quand on a une classe, on ne peut pas écrire la même chose que là. Comme j'avais dit ici, ça parle d'ensemble, la relation de satisfaction. Pour une classe, c'est pas possible. On, si on imagine qu'on peut créer une telle proposition qui correspondrait au fait que C vérifie chaque énoncé de ZFC, alors on a une contradiction. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de le contourner, parce que quand même, intuitivement, si on imagine l'univers des ensembles, bah déjà on peut imaginer que ce serait un modèle de l'encodage de ZFC. Mais on peut pas le dire, donc on voudrait quand même le dire d'une certaine façon. Et ça, c'est la notion de relativisation qui correspond vraiment à dire je prends une classe et j'essaye de regarder non plus une formule phi, mais une formule phi qui se met à parler uniquement dans l'univers défini par la classe. Donc si on prend une classe qui est représentée par un certain prédicat psi, ah oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, donc une classe, c'est une collection qui n'est pas un ensemble. Donc en particulier, la façon dont on le formalise, c'est que c'est en fait un prédicat, et au lieu de parler du fait d'appartenir à la classe, on dit qu'on vérifie le prédicat. Donc la relativisation, ça va être de prendre la formule phi et de modifier juste les quantificateurs en disant, au lieu de pour tout x phi, de dire pour tout x, psi implique la relativisation de phi, et au lieu de il existe, c'est il existe un x qui vérifie psi et qui vérifie blablabla.
Donc c'est vraiment ce qu'on attend pour tout x dans quelque chose, blablabla. On peut prouver qu'en fait, si on décide de faire une preuve de phi dans une théorie, ça revient à la même chose de faire une preuve de la relativisation si on a relativisé la théorie. En gros, toutes les règles de raisonnement qu'on connaît, bah, on peut les appliquer de la même manière, même si on a relativisé. Ici, je passe un truc sous silence parce que en l'état, c'est faux. Il faudrait voir un peu plus précisément comment on fait notre système de preuve, mais il y a moyen de le rendre vrai. Et du coup, ça nous donne une procédure pour prouver des choses, enfin des résultats de cohérence. C'est que si on a deux théories et que la théorie T peut prouver tous les énoncés de T' relativisés, alors T' sera au moins aussi cohérente que T. Parce que si jamais on imagine qu'on a une contradiction dans T', alors on va pouvoir prouver bottom dans T', ce qui veut dire qu'on pourra prouver la relativisation de bottom dans T' relativisé. Sauf que la relativisation de bottom, c'est bottom, donc on aura une contradiction dans la relativisation de T', et T pourra prouver ce qu'il faut pour prouver la contradiction, donc T pourra prouver la contradiction. Du coup, la cohérence de T implique la cohérence de T'. Ça veut dire que le psi, en lui-même, il va définir non pas un vrai modèle, mais une classe qui pourra se voir par, si on fait un parallèle, comme un modèle. Juste pas dans un sens strict. Et toc. Du coup, ça nous donne un peu la feuille de route pour créer des résultats de cohérence. Donc ce qu'on veut en général, c'est montrer que quand ZFC est vrai, alors ZFC plus un certain résultat va être vrai. Donc forcément, si on veut pouvoir raisonner sur les choses, il faut qu'on raisonne avec les encodages. Parce que on fait de la théorie des ensembles, on ne peut pas raisonner sur les choses qui sont hors de notre théorie. Donc pour ça, on va trouver une certaine classe qui va vérifier ZFC. Donc là, ce que je viens d'écrire ici est totalement interdit, mais on comprend ce que ça veut dire par on pourra prouver chaque énoncé de ZFC dans la classe C, donc relativisé à C. Ça, en fait, on se rend compte que tous les trucs de preuve, on pourra les transposer dans U pour le coup. Donc on pourra écrire quelque chose de ce genre-là que dans U, il verra que sa théorie ZFC va être vérifiée par le class model. Et du coup, dans le cas où on a trouvé un bon C pour vérifier le bidule qu'on veut mettre en plus, ça nous donne le résultat de cohérence de cohérence ZFC implique cohérence ZFC plus bidule. Donc forcément, c'est de la cohérence relative. On ne sait pas que ZFC est cohérent. C'est improuvable, mais on sait que au moins rajouter tel énoncé ne rajoutera pas de cohérence. Donc maintenant, on va en faire. Donc le premier, ça va être l'univers bien fondé de von Neumann. Donc là, on voit que les ordinaux, ils sont utiles quand même. On part de l'ensemble vide, on va itérer en fait l'ensemble des parties. C'est-à-dire qu'au début, on a l'ensemble vide, ensuite on a les parties de l'ensemble vide, qui est juste le singleton ensemble vide, puis les parties du singleton ensemble vide, etc., etc. Et quand on arrive à un ordinal limite, juste on prend toutes les parties précédentes. Puis on définit V comme une classe, comme étant... Donc c'est d'usage d'écrire l'union pour tous les alphas appartient à ordre. La réalité, c'est que vu que c'est une classe, il faut voir ça comme un énoncé. Donc un énoncé en fonction d'une variable x qui dit x appartient à V. Ça va correspondre à il existe un alpha tel que x appartient à V alpha.
Donc, truc important, les V-alpha sont transitifs et la hiérarchie est cumulative, c'est-à-dire que plus on avance, plus on a d'ensemble. Donc, oui, au niveau des ordinaux, on voit qu'en fait, à chaque fois, alpha, il va appartenir à l'univers de la taille alpha plus 1. Donc ça veut dire que dans V, on a les mêmes ordinaux que dans d'autres univers classiques. Ça, c'est une propriété qui fait qu'on appelle ce genre de modèle donc les modèles qui sont définis par la relation d'appartenance, qui sont transitifs et qui ont les mêmes ordinaux. Ça s'appelle des modèles internes de ZFC. Donc, bon, il se trouve que c'est bien un classe modèle. Et là, je mets ZFC-F parce que, en fait, l'axiome de fondation, on n'en a pas besoin pour définir ça. Donc, on pourrait imaginer qu'on est dans un univers qui ne vérifie pas F. Bah, même dans ce cas-là, V, il va satisfaire quand même l'axiome de fondation. Et bon, en fait, on peut vérifier que être dans V, c'est exactement être un ensemble qui vérifie l'axiome de fondation, dont les éléments vérifient l'axiome de fondation, etc., etc. Donc, avec ça, on sait que déjà qu'on a le droit d'ajouter l'axiome de fondation, qu'il n'y a pas de risque par rapport aux autres actions. Donc forcément, on va l'assumer, c'est toujours mieux. Donc maintenant, on sait que n'importe quel élément appartient à un certain V-alpha. Donc on peut définir le minimum des éléments qui appartiennent à un certain V-alpha. Vu que c'est une classe, mais on s'en fout, les intersections, ça marche quand même. Donc ici, on a quelques propriétés sur comment le rang agit par rapport aux opérations ensemblistes. Donc par exemple, si on prend la paire, bah, si jamais t'es dans X, il est dans un certain V-alpha et Y dans un certain V-alpha, la paire XY, elle va être au moins dans le V-alpha qui sera après celui-là. On a ce genre de truc pour les différentes opérations. On peut vérifier que le rang d'un ordinal, c'est lui-même. Alors ça dépend des auteurs, parce que des fois, on définit le min pour X appartient à V-alpha, auquel cas le rang d'un ordinal ce sera alpha plus 1. C'est pas très important, mais ça, va, ça va dépendre des bouquins que vous prenez, quoi. Donc les V lambda pour lambda limite, on peut vérifier qu'en fait il vérifie pas mal de choses, parce que par exemple le rang de l'union, forcément il va pas exploser, quoi. Pareil, le rang de l'ensemble des parties, il va juste augmenter de 1. Donc si on est limite, donc par exemple oméga, si on fait plus 1, on ne va pas dépasser oméga si on est en entier, quoi. Donc V lambda va vérifier en fait la paire, l'union, l'ensemble des parties, la compréhension, l'axiome du choix si ça s'était vérifié au début, et l'axiome de fondation. Et pour lambda qui est plus grand que oméga, on sait que oméga va appartenir à V de lambda, donc on aura aussi l'axiome de l'infini. À partir de là, déjà, V de oméga plus oméga, qui est pas très très haut quand on y réfléchit, bah, c'est déjà un modèle donc de Z. C'est comme ZF, mais on enlève l'axiome de remplacement. Et en fait, on peut construire à peu près tous ceux dont on a l'habitude. Pour les maths usuelles, c'est vraiment c'est suffisant en fait. Et au contraire, V oméga, il va vérifier l'axiome de remplacement, donc c'est vraiment un modèle de ZFC, mais bah, pas de l'axiome de l'infini. Donc c'est l'univers de tout ce qui est fondamentalement fini, quoi. Et on voit que c'est quand même un modèle intéressant dans le sens où bon, il faut être ultra finitiste pour y accorder vraiment de l'intérêt, mais on sent quand même que ça a beaucoup de propriétés de clôture, quoi. Maintenant, on va parler un peu d'absoluité. Donc là, dans V, ce qu'on a vu qui était intéressant, c'est que V, c'était une classe transitive de notre univers ensembliste, et que, en fait, certaines propriétés étaient conservées
Là, je l'ai pas précisé. Tiens, j'ai oublié un action. Le, l'extensionnalité, c'est vérifié aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'extensionnalité, pour la prouver, en fait, on a juste besoin du fait que V de lambda soit transitif. Et on va voir que c'est pour des résultats d'absoluité. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand on prend deux classes, avec l'une dans l'autre, et une certaine formule. Donc là, je précise, c'est bien une formule au sens habituel qui est hors de la boîte, quoi. C'est pas un objet formule, c'est une formule. Donc dire que M et que phi est absolu entre M et N, c'est dire que quand on prend des paramètres pour phi qui sont dans M, c'est vrai dans M si et seulement si c'est vrai dans N. Donc c'est une idée de conservation de la vérité entre M et N, quoi. Et un truc important, c'est le théorème de réflexion qui dit qu'en fait, quand on prend une classe définie comme on l'a fait ici, mais juste au lieu de l'ensemble des parties, on va prendre potentiellement autre chose. On veut quand même que ça soit croissant, mais sinon on prend un peu n'importe quoi. On peut montrer qu'en fait, n'importe quelle formule va être... Enfin, n'importe quelle formule, si on prend un certain alpha, on peut trouver un bêta qui va être plus grand et pour lequel phi sera absolu entre bêta et la classe définie. Donc là, le truc, on peut se demander pourquoi on ajoute un alpha. Ça veut dire que l'absoluité va être vraie arbitrairement haut. Et c'est assez important parce que ça veut dire donc que peu importe l'élément de la classe qu'on va vouloir prendre, on pourra trouver un bêta supérieur où on aura l'absoluité et où l'élément sera dedans. Et ça nous mène ensuite à la hiérarchie de Lévi. Donc c'est une hiérarchie qui essaye si vous avez vu la hiérarchie arithmétique, l'idée c'est que les prédicats non bornés dans la hiérarchie arithmétique ils représentent des passages à l'infini. Dans la hiérarchie de Lévi, c'est un peu la même idée, mais là, le passage à l'infini, c'est carrément quantifié sur tous les ensembles de l'univers, donc c'est encore plus gros. Donc l'étage 0, ça va juste être des formules où soit il n'y a pas de quantificateur, soit les quantificateurs, ça va juste être de la forme pour tout où il existe, x appartient à t, et où t lui-même n'est pas une fonction de x. Parce que sinon, on pourrait mettre x appartient à singleton x et ça nous donne rien. Sigma, c'est quand on rajoute un appartient, il existe, pardon, depuis une formule qui est à l'étage d'avant. Pi, c'est quand on rajoute un pour tout. Et delta, c'est les fonctions qui sont équivalentes à la fois à une formule sigma et à une formule pi. Donc là, j'ai pas précisé, mais évidemment, on parle modulo équivalence. Si on prend une formule de la forme pour tout x true, bon bah c'est équivalent à true et le truc est carrément sigma 0, même s'il y a un pour tout. Et un théorème important, du coup, ça va être que en fait, les formules qui sont delta 0, elles vont être absolues entre classes transitives. Donc l'idée de ça, c'est que si jamais on prend donc une formule où toutes les quantifications vont être locales, en fait. C'est-à-dire que les éléments quantifiés vont toujours appartenir à quelque chose qui lui-même est dans la classe. Si jamais la classe est transitive, alors on ratera jamais les éléments. C'est-à-dire que quand on prend M et N, imaginons qu'on prenne X qui soit dans M et qu'on regarde quelque chose qui est défini en fonction de, pour tout où il existe quelque chose dans ce X-là. Bah, le quelque chose, il sera vrai, peu importe si on est dans M ou dans N, parce que les deux verront exactement les mêmes éléments de cet élément. Donc quand on a des classes transitives, c'est plus confortable,
parce que ça va conserver les formules delta 0. D'ailleurs, un truc intéressant, c'est que ça va aussi conserver les formules delta 1 et ça va vérifier les formules sigma 0, non sigma 1, pardon, si jamais on est dans le. Si jamais c'est vrai dans M, alors ça sera vrai dans N, pas forcément dans l'autre sens. Et pareil pour une pi1, si elle est vraie dans N, alors elle sera vraie dans M. Pour des raisons juste de quantification, si c'est vrai pour n'importe quel N, ce sera vrai aussi pour ceux qui sont dans M. Ce genre de choses. Donc on peut définir l'univers constructible. Là c'est un peu long comme définition, c'est pas si important. L'idée c'est que un ensemble de X va être définissable quand on peut trouver une formule telle que Y dans X est définissable s'il y a une formule avec des paramètres tels que appartenir à Y, c'est la même chose que vérifier cette formule-là pour X. Enfin, que X lui-même peut voir la vérité de cette formule-là. Il y a pas mal de trucs importants à voir. L'un de ceux-là, c'est le fait que ce soit une formule au sens de objet de notre théorie des ensembles. C'est essentiel parce que ça fait que, du coup, la théorie des ensembles, l'univers U lui-même va pouvoir se rendre compte de ce qui se passe d'une certaine façon. Donc l'univers constructible, une fois qu'on a l'opération D, c'est vraiment la même chose que pour V. Juste au lieu de mettre P de X, on met D de X. Ça donne lieu à l'axiome de constructibilité. Alors là, un truc à remarquer, donc ça dit que n'importe quel élément de V va être dans l'univers constructible. Un truc à remarquer, c'est qu'en fait, ça veut pas forcément dire que L alpha est égal à V alpha. En général, c'est faux. Mais ce que dit V égale L, c'est que au bout d'un certain moment, quand on va assez loin dans les ordinaux, en fait, L va se mettre à rattraper V et on aura un cas d'égalité quand on va au bout, quoi. Donc, on a absoluité entre L et V. Donc ça, c'est vraiment très important pour ça d'avoir le fait d'être une formule dans l'intérieur de l'univers. Parce qu'en fait, ça fait que ce truc-là, on peut montrer que pour définir l'ensemble forme U, en fait, c'est un truc qui est sigma 0, donc ce sera le même, peu importe les classes transitives qu'on prend. Et la définition de la satisfaction, pareil, ce sera une formule sigma 0. Donc, vu que toutes les quantifications ici se font sur un certain x, en fait, cette opération-là, elle va être elle-même sigma 0. Pour comparer ici, quand on prend ce truc-là, le power set, ce qu'il dit, c'est que appartenir à l'ensemble des parties de V alpha, c'est être inclus dans V alpha. Mais du coup, l'ensemble de ces trucs-là, ça va être quantifié sur vraiment toutes les parties qui existent. Donc c'est beaucoup plus restrictif ici. Et ça fait que, en plus, dans L, la hiérarchie des L alpha, ce sera la même hiérarchie que dans V. Et ça a l'intérêt que V égale L va être vrai dans L. Ce qui ne paraît pas si évident à première vue parce que on pourrait imaginer que chaque L en fait est beaucoup plus petit quand on se restreint à L et donc que finalement on n'a que des toutes petites parties qui vont grossir et qui vont peut-être même pas faire le L ancien. Là ce qu'on dit c'est que si quoi qu'il arrive V égale L sera vrai dans L, quoi. Et on peut vérifier que ça vérifie les modèles de ZFC, les axiomes de ZFC habituels, mais ça vérifie aussi l'hypothèse généralisée du continu. Donc j'ai pas précisé ce que c'était Aleph ou l'exponentiation cardinale, mais
Normalement, c'est pas trop important, quoi. C'est juste, si vous voyez ce que c'est l'hypothèse du continu, c'est quand même intéressant de le savoir, ça. Et en plus, on vérifie l'axiome du choix. Donc, dans une version très forte qui est qu'en fait, on a un bon ordre sur tout l'univers. Donc, ça permet de créer une formule qui pourra vérifier, enfin, une fonction qui pourra vérifier carrément l'axiome du choix global qui est si j'ai un ensemble non vide, alors mon opérateur pourra choisir un élément de cet ensemble. Ça se fait juste, enfin une fois qu'on a bien ordonné L, ça se fait juste en prenant le minimum de l'ensemble pour la relation L. Donc ce qu'on veut c'est construire l'ordre pour vérifier le choix global et en fait c'est pas si bizarre comme construction, c'est on le construit sur chaque L alpha, on fait en sorte que ce soit à chaque fois des prolongements, donc c'est-à-dire que quand on le définit sur L alpha plus 1 et qu'on le restreint sur L alpha, bah, ça donnera l'ordre défini sur L alpha. Pour les cas limites, on prend juste l'union, donc ça c'est pas trop un problème. Et donc on veut à chaque fois bien ordonner L alpha plus 1 en supposant que L alpha est bien ordonné. Donc voilà, le cas 0 et le cas limite c'est bon. Et on regarde donc un élément qui sera dans L alpha plus 1 privé de L alpha. Pour ça, en fait, on peut trouver à chaque fois par définition ici de ce que c'est que être dans l'ensemble défini, c'est trouver une certaine formule et trouver des paramètres. Sauf que les formules, c'est des mots finis, quoi. Donc on peut les ordonner avec un bon ordre assez facile à définir. Et les A1, AN, par hypothèse de récurrence, eux, ils sont bien ordonnés par notre bon ordre ici. Donc ça veut dire qu'on peut bien ordonner ce tuple-là avec l'ordre lexicographique en général. Et donc ça nous permet de définir un ordre en disant que x sera supérieur à y si jamais le tuple défini pour x est supérieur au tuple défini pour y. Le seul truc, c'est que on a possiblement plusieurs filles et plusieurs familles qui vont correspondre pour un seul x. Mais vu que ces trucs-là sont bien ordonnés, il nous suffit de prendre le minimum à chaque fois, et ça va marcher par le fait que ce soit bien ordonné. Ça fait donc que L, qu'on peut définir même sans l'axiome du choix, va quand même vérifier l'axiome du choix. Et un magnifique tableau récapitulatif avec un joli schéma. Donc, si on part de ZF moins AF et qu'on prend le choix ou non, on va avoir à chaque fois ces différentes étapes. Donc, dans V oméga, on a tout sauf l'infini, ce qui est quand même un énorme désavantage. Dans V oméga 2, on va avoir la théorie des ensembles de Zermelo avec ou sans le choix, suivant si on l'a choisi au début. V, ça va être pareil, avec en plus l'axiome de remplacement. Oui, dans cela, il y a l'axiome de fondation aussi, évidemment. Et dans L, bah là, on a vraiment la totale, on a plein de trucs. J'ai mis l'emplacement de quelques ensembles, donc si on a un ensemble qui s'appartient à lui-même, il sera forcément hors de V. Donc on voit que l'axiome de fondation, tout ce qu'il fait, c'est qu'il enlève des ensembles de l'univers, quoi. Et il rajoute rien, contrairement à par exemple l'axiome de l'union qui nous dit qu'on a un ensemble en plus. Donc à oméga, on a ici tous les trucs finis. Si on est, c'est pas un alpha ici, c'est oméga plus oméga, bref. Si on est dans V oméga 2, on a par exemple R, on a aussi P de R, donc les fonctions de R dans R, tout ça c'est là-dedans. Là, on est dans la partie où ça monte vraiment très haut du coup. Et un truc à remarquer, c'est que ici on peut avoir Aleph 1, qui est donc juste 2 puissance Aleph 0 parce que dans L ça vérifie l'hypothèse du continu. Mais dans V, 2 puissance Aleph 0, il peut très bien être beaucoup plus haut. Bon,
En vrai, il devrait être quand même dans la hiérarchie des ordinaux, mais je l'ai mis à côté pour le garder dans le côté V. Mais du coup, le truc important, c'est de voir que la valeur, elle va dépendre de l'univers dans lequel on se place. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important par rapport au fait que l'exponentiation cardinale n'est pas absolue, elle. Et pour ça, pour voir ça, ce qu'il faut remarquer, c'est que être un ordinal, ça se définit par être bien ordonné. Être bien ordonné, c'est quelque chose qui est purement interne, quoi. Donc c'est une formule sigma 0. Être transitif aussi, ça désigne que les éléments de l'ordinal. Mais être un cardinal, c'est être un ordinal qui ne s'injecte dans aucun ordinal inférieur. Ne pas s'injecter, ça veut dire pour n'importe quel ensemble de l'univers, l'ensemble ne représente pas une injection de l'un dans l'autre. Donc ça veut dire que ça dépend vraiment de l'univers ambiant. Et c'est ce qui va faire que, en fait, on pourra montrer que le contraire de l'hypothèse du continu, elle va aussi pouvoir être montrée cohérente avec ZFC. Et bah, c'est tout, c'est la fin de la présentation. Waouh, les effets sonores. J'ai fait ce que je pouvais avec Niquez-vous là par contre. Bon, des questions? Moi j'ai une question, j'ai deux questions déjà. Ouais. Ça, ok, ouais. Ici, ça sera dans l'enregistrement. Il- si on prend l'intersection de deux modèles transitifs, est-ce que c'est encore un modèle transitif? Oui, Et dans ce cas-là, c'est que l'intersection de V et L, par exemple, c'est quoi? c'est elle. L'ensemble des parties définissables, c'est des parties. Donc, c'est pour ça que j'ai fait Genre des trucs V, qui se il resserrent. pas que V égale L, si? Non, mais parce que V égale L, il dit il y a très peu d'ensembles dans l'idée. V, il en voit plus. Mais du coup, bah, l'intersection entre V et L, c'est juste L. Et l'intersection de VL, c'est les parties définissables qui appartiennent. Genre, le L interne à V, c'est la même chose que le L externe. Je suis seul à trouver ça pas très poli que la chair posait pas la question. Ah oui, c'est vrai ça. Ah ouais? Oh, vas-y. Mais non, justement, le truc, c'est que L, L, c'est vraiment en fait le modèle le plus petit que tu peux construire de ton univers. C'est vraiment si tu as un modèle enfin, un classe modèle quand même, de ZFC, Ouais. tu peux pas faire plus petit que ça. Ça contient vraiment que ce qui est définissable. Donc, tu peux pas avoir moins parce que bah, tu aurais des trous, comment dire, reconnaissables par tes formules. Mais du coup, c'est à la fois ce qui fait que c'est absolu, ce qui fait que ça vérifie l'axiome du choix, et ce qui fait que ça vérifie l'hypothèse du continu généralisé. C'est vraiment que c'est un truc extrêmement petit. Donc il est inclus dans un peu tous les classes modèles que tu pourrais faire. Ok. Il y a d'autres questions? Moi j'avais posé une question à laquelle... Ouais. Alors moi je fais pas de logique, hein. Je suis très peu actif sur ce channel-là. Par contre je suis très actif sur le channel théorie des types. Et vu que c'est relié quand même vachement à ton sujet ça, je me demandais c'est quoi la bonne manière d'encoder la notion d'ordino dans des théories des types usuels. Au hasard Agda. Alors, tu poses des questions qui fâchent ici. En fait, les ordinaux, bah, dans Agda, c'est moche, hein, quoi qu'il arrive. Donc dans Cubicle ou dans Hot, le truc qui est bien, c'est qu'en fait, avec l'axiome d'univalence, comme je t'ai dit, euh, entre deux, entre deux ensembles bien ordonnés, il existe un unique ISO, s'il en existe un. Ça fait que du coup, du point de vue de Hot, avec l'univalence, la classe de tous les ensembles bien ordonnés, bah, c'est un ensemble directement. Donc ça c'est Ouais. joli et ça te donne une belle classe. Si t'es juste dans Agda et que t'as pas l'univalence, bah là par contre c'est excessivement laid parce que bah t'as rien qui. Tu peux en parler en tant que sétoïde quoi. Je pense que c'est le mieux que tu puisses faire.
Ok. Dans une théorie des types où tu as les quotients, tu peux quotienter la classe des ensembles bien ordonnés par l'isomorphisme. Je pense que Ouais, c'est à peu près tout ce que tu peux faire. d'accord, merci beaucoup. Enfin si, tu peux aussi définir un modèle de ZFC dans ta théorie des types et faire des ordinaux Ouais, dedans. bah, j'ai vu passer ça et j'avais aussi vu des gens encoder entre guillemets une notion d'ordinal directement dans la théorie. On disait bon bah je définis ça comme un type motif qui a un successeur, zéro un successeur et une limite où la limite c'est un truc qui va avoir un fil qui est un mapping de map de NAT vers ordinal. Ouais, Mais j'imagine alors que ça ça, capture absolument pas la notion entière bah d'ordinal voilà, en le principe. souci c'est que ça va pas très haut, quoi. Enfin, pas très haut, ça va haut quand même. Tu dois aussi rajouter des relations si tu veux que, genre, tu veux que la limite des pairs et la limite des impairs, ça soit égal aussi. T'as des trucs Ouais, comme mais ça. ça en soi, est-ce que tu peux pas l'encoder au hasard comme un type, comme un quotient inductive types ou un higher Si, inductive types dans un truc si, comme tu peux. Clinical? Ouais, ouais, tu peux totalement le faire, mais je veux dire, tu dois rajouter des trucs et c'est assez lourd. En Ok, fait, bah, si tu veux faire des ordinaux, le truc qui est important, c'est en général de faire des notations ordinales. Ça tombe bien quand même. Et les notations ordinales, c'est justement essayer de créer des trucs qui vont pas aller faire tous les ordinaux en général, mais qui te permettent de calculer avec des termes des ordinaux. Donc par exemple, ce que tu as dit, c'est une notation ordinale qui va jusqu'à une certaine hauteur, qui est pas très très haut, je pense. Tu dois arriver à l'ordinal de Pfefferman-Shooté, vu que c'est le max des trucs que tu peux faire avec des limites, je crois. Et en fait, si tu, si tu prends des notations un peu plus sympas, tu pourras aller jusqu'à d'autres ordinaux plus hauts, mais tu es bloqué, quoi qu'il arrive, à un certain ordinal dénombrable, parce que bah, ouais, forcément, ton truc sera dénombrable. Et cet ordinal-là, c'est l'oméga de Church-Klien, donc noté oméga 1 avec CK en exposant. Ça, c'est le truc que tu pourras jamais dépasser si tu fais des trucs constructifs que tu essayes de calculer. ok. Et si je définis un tel type ordinal de manière interne et qui du coup serait limité, tu me parlais de cette limite-là, tu m'as dit de Church-Klien? Ouais, mais ça, Ouais, enfin, une notation ouais, ordinale donnée, ça, il n'y aurait oui, pas oui, jusqu'à oui. Church-Klien. Mais ma question étant, sachant qu'on peut faire des trucs un petit peu, comment dire, bah, par exemple, il y a beaucoup de théories des types qui ont plusieurs univers. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un type ordinal qui, en fonction de l'univers dans lequel il vit, pourrait être possiblement plus grand et qui Alors pourrait ouais, prendre totalement. avantage de cette taille d'univers plus grand? Il y a un fichier AGDA par, comment il s'appelle, Andras Kovacs, je crois. Forcément, ouais, András Kovács. Ouais, voilà, je sais pas le prononcer. Qui fait un truc de notation ordinale qui permet d'aller très très haut. Où justement il fait ça. En fait, t'as des. Bon, pour le coup, il n'y a même pas des univers de type, mais c'est juste une hiérarchie de types d'ordinaux en gros. Et tu as une Ouais, fonction de collapse d'un univers dans l'univers précédent. En gros, l'idée c'est que tu vas pouvoir itérer des fonctions. Disons que, donc par exemple, tu prends l'univers 0, il a juste 1 et l'addition. L'univers 1, il va avoir ouais, oméga 1, donc aleph 1 dans l'idée. Et ouais, tu peux itérer aleph une fois une opération dans ton truc de début. Mais l'opération que tu peux itérer, ça va pas être l'addition forcément. Mais juste, comme ça, tu as des trucs de collapse qui te permettent en fait non seulement de définir des ordinaux plus hauts suivant l'univers, mais en plus de te ramener au début et comme ça de définir vraiment des ordinaux. Et c'est un peu l'idée qui est derrière justement la notion de ordinal collapsing function, qui est un truc de notation ordinale qui
justement permet d'aller plus haut que l'ordinal de Pfefferman-Schulte. Ok. Merci pour cette réponse. Il y a d'autres gens qui ont des questions? Parce que moi j'en J'ai ai une question. Vas-y. Ils vont la faire. Mais c'est pas de la théorie des types du coup. Euh, que- J'imagine que GHC est faux dans V. De quoi? J'imagine que l'hypothèse du continu Généralisé. est faux dans V. Mais Ça dépend en fait. Ok. Le truc c'est que V, en général, on travaille pas dans U, on prend l'axiome de fondation, donc là je l'ai mis pour que ça soit plus sympa, pour qu'on voit d'autres trucs, mais la plupart des trucs de théorie des ensembles, faut imaginer que ton cône se limite à V au niveau de la largeur, et du coup, bah, tout ce que tu connais de résultats d'indépendance, c'est des trucs qui s'appliquent en général vraiment à V. Donc en particulier, l'hypothèse du continu, on sait que c'est indépendant de V, et donc bah, on ne sait pas si par défaut si c'est vrai ou non si on prend V. Mais d'ailleurs, tu remarqueras que dans L, donc si tu vérifies V égale L, bah, L il croit que V c'est L. Donc, ah ouais, ok. donc dans ce cas-là, bah, si tout est vrai, et juste enfin, un modèle interne ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur forcément. Et un modèle tout court. Et ça pose ce genre de problème que, quoi qu'il arrive, bah, on pourra pas savoir ce que le modèle original, on va dire, il pensait au début. Donc il faut faire attention où est-ce que tu te situes dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie. Ah, ok. Bon, désolé. Bon, bah, ça répond à ma question, je pense. Et d'ailleurs, juste un petit truc, imagine que tu es dans L et que tu crées un outil magique, tu vois, qui s'appelle Rio Forcing, qui ferait que tu viens et tu rajoutes au forceps comme ça une bijection de 2 puissance à l'F0 dans LF36. Bon bah, t'es plus dans L forcément, t'as un nouvel univers, mais cet univers-là, tout le reste, tu vois, c'est pareil, c'est juste à rajouter un objet, bah tout ton axiome il s'effondre. C'est aussi ça les problèmes d'absoluité, c'est que les trucs qui sont pi1, bah tu sais vraiment jamais comment ça peut se passer, parce qu'à tout moment tu rajoutes des trucs et pouf, ça se collapse. Mais du coup, c'est des théories incohérentes. Non, c'est pas incohérent, parce que pour le coup, dans ton L de départ, c'est vrai. Dans le truc où tu as rajouté, bah, c'est plus le même modèle, c'est faux. Ah, mais du coup, tu perds des axiomes que tu avais dans L de base. Ouais. Et justement, c'est ce qui fait que certains axiomes, ils sont bien. Genre l'extensionnalité, tu pourras jamais la casser tant que tu fais des trucs transitifs. Si tu fais pas des trucs transitifs, c'est que t'es un con, hein, globalement. Mais par contre, bah, un truc qui est pi1, tu peux le garder, tu peux décider que c'est un axiome et toujours faire en sorte de l'avoir. Mais si jamais il est juste vérifié à un moment, tu peux pas être sûr a priori que tu vas le conserver, quoi. Ok. Oui, moi je me demandais. Bon, déjà, est-ce qu'il y a une autre hiérarchie de genre comme V et L, je pense pas forcément. Et plutôt, genre, genre si maintenant tu te places dans un cadre, pas genre de théorie des modèles en mode ensembliste, mais dans un cadre catégorique ou théorie des types, machin, comment est-ce que ça. Genre, tu vois, est-ce que on a des modèles, disons, plus catégoriques de VL, enfin, oui, genre, enfin, de ZST même, genre, oui, il y a genre les topos de faisceaux, de préfaisceaux, machin. Comment ça marche? Bah, j'y connais pas grand chose, mais ce que Ok. je peux te dire a priori, c'est que si tu prends
des modèles enfin des classes modèles, tu peux les voir comme des sous-topos du topos 7. Mhm. Et à mon avis, elle, ça va être un objet initial des sous-topos de 7, quoi. Normalement, tu dois avoir un truc de cet ordre-là. Je je m'y connais pas assez en topos pour te dire que c'est vraiment un objet initial, mais c'est au moins un truc qui ressemblera, quoi. Et après, Ok. comme truc vraiment catégorique, là, comme ça, je vois pas trop. Enfin, de mes connaissances, j'ai entendu parler de trucs avec typiquement représenter le forcing par la chiffrification, des trucs comme ça, mais je connais pas vraiment les sujets, du coup, je peux pas trop Ok. répondre. Par contre, Et il n'y a comme, pas de hiérarchie, du comme coup. autre hiérarchie, il y en a d'autres qui sont assez intéressantes. Déjà, t'as. Ah, bon, bah, au revoir, Alka. Déjà, Salut. comme truc intéressant, tu as le, la hiérarchie des HK, où kappa c'est un ordinal. Donc, c'est les ensembles héréditairement de cardinal kappa. C'est-à-dire que leur, leur clôture transitive, son cardinal sera de cardinal inférieur à kappa. Donc, Ok. typiquement, tu prends un truc qui serait. Prenons le singleton kappa, tu vois. Si tu prends Ouais. sa clôture transitive, là, ça casse. Mais par contre, un singleton 2, bon, bah là, ça va tenir. Et en fait, tu peux vérifier que si kappa est régulier, donc c'est un truc de cofinalité OSEF, HK, il va vérifier ZF moins le power set. Parce que le power set fait exploser la cardinalité, Ouais. mais tout le reste est stable. En termes logiques, toutes les opérations dont tu as l'habitude, elles posent pas de problème au niveau de la cardinalité, tu vois. Mhm. Sauf l'ensemble des parties qui, en fait, bah, surtout une fois qu'on a vu le forcing, on se rend compte que ça peut faire exploser aussi haut qu'on veut le cardinal. Donc c'est un peu un souci. Mais en même temps, il vaut mieux parce que si HK égale VK, on a automatiquement un modèle de ZFC. Donc c'est pas censé se croiser, tu vois. Et ça se croise Ok. que aux cardinaux inaccessibles. Ok. Et ah oui, comme autre hiérarchie, il y a les trucs définissables par ordinaux. Je sais plus ce que c'est la définition, mais c'est un truc assez casse-couille et surtout, ça casse ultra vite. Genre, tu vois là, L, je t'ai dit que V égale L est vrai dans L. Bah, dans les trucs Ouais. définissables par ordinaux, typiquement, c'est pas le cas. Les trucs définissables par ordinaux dans la classe définissable par ordinaux, c'est encore plus petit, quoi. Et ça fait que globalement, ça se comporte très mal. Mais historiquement, ça a été introduit pour prouver la consistance relative de, je sais plus quel axiome, mais un certain axiome sympa, quoi. Et en fait, Je connais pas trop les sections exotiques de enfin, de CLFC. non, mais c'était un truc, enfin, c'était vraiment à l'époque avant qu'on ait L, tu vois, donc c'était genre peut-être une version faible de l'axiome du choix ou je sais pas quoi, mais tu vois, un truc assez standard dont on savait pas si c'était vrai et on avait réussi à trouver ce modèle-là, quoi. Mais c'est un modèle assez ad hoc, pas très intéressant en vrai. Mais ça existe. Bon, d'autres questions? Ok. Moi, je n'ai pas. Et je pense que tout le monde est parti. Oui, D'accord. on est plus que 5. Quelle tristesse. 4. Moi, Ok. je vais arrêter le OBS avant d'être tout seul dans le vocal quand même.